Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce samedi 19 décembre 2015. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a posé la première pierre d'une piscine olympique ce matin aux côtés du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Et en Irak, l'armée irakienne a poussé Daesh en dehors de la ville de Ramadi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de la rédaction sous le patronage du Premier ministre. Abdelkader Kamel Mohamed, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, a organisé ce samedi une cérémonie de pose de pierre d'une piscine olympique derrière le stade Gouled. Du gouvernement, notamment le secrétariat d'État à la jeunesse au sport, Badoul Hassan Badoul. Ce projet de piscine olympique est entièrement financé par le fonds koweïtien. Cette piscine olympique est une première du genre qui va permettre sans nul doute de lutter contre la délinquance juvénile, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, mais elle permettra également aux jeunes talents de la natation djiboutienne de participer au championnat international. Allocution, le chargé d'affaires de l'ambassadeur koweïtien Adel Al-Karami a affirmé que ce projet reflète la bonne relation qui existe entre Djibouti et le Koweït, surtout dans le domaine sportif. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, إنه لمن دواعي السرور أن أشارك باسم دولة الكويت. Le secrétaire d'État à la jeunesse au sport, Badoul Hassan Badoul, a indiqué dans son allocution que cette piscine sera d'une utilité capitale pour les jeunes du pays. Il a insisté que la natation est un sport comme les autres que nous devons développer pour tirer vers le haut le niveau de notre talent, un niveau international. Voici ses propos. Nous voilà réunis ce matin par la grâce du Tout-Puissant pour la pose de la première pierre de la piscine olympique. Ce nouveau projet sportif d'envergure internationale s'inscrit dans ce vaste chantier en matière de réalisation d'infrastructures sportives initié par son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, qui a toujours accordé une place de choix à la jeunesse et l'a placée au centre des préoccupations gouvernementales. En effet, la construction de cette piscine olympique est la première du genre dans notre pays. C'est un moment historique pour l'ensemble du mouvement sportif et olympique. Elle vient en ce jour compléter un important dispositif en matière de réalisation d'infrastructures sportives, aussi bien dans la capitale que dans les régions de l'intérieur. Cet important outil de travail servira de matériel didactique au profit des jeunes filles et garçons du pays et contribuera à la promotion et au développement de la natation. Je suis convaincu que la Fédération nationale de natation saura mettre en place l'organisation de plusieurs championnats dans différentes catégories, aussi bien chez les jeunes filles
que chez les jeunes garçons. Le Premier ministre Abdelkader Khan Mohamed, de son côté, n'a pas manqué de rendre un hommage aux contribuables koweïtiens qui s'activent, a-t-il dit, de participer au financement de ce grand projet. Je vous propose de l'écouter également. Je tiens à exprimer à mon nom et au nom du gouvernement mes remerciements à l'État du Koweït et son gouvernement et à son peuple pour la coopération et les liens d'amitié qui unissent nos deux pays frères. Aujourd'hui encore, à l'occasion de la pose de la première pierre de cette piscine olympique, nous constatons le soutien sans faille du Fonds du développement du Koweït pour notre pays dans un domaine essentiel. En effet, ce projet permettra de développer un nouveau sport de haut niveau pour notre jeunesse. De nouvelles perspectives seront ainsi offertes aux jeunes Djiboutiens et Djiboutiennes. J'ai saisi cette occasion pour remercier tous les responsables djiboutiens qui participent à la réalisation de ce projet qui a été voulu par le chef de l'État afin de doter le pays d'un outil moderne et nouveau. Nous, nos nouvelles générations, disposeront ainsi de tous les moyens pour s'affermir et honorer notre pays. Merci de votre attention. Suite à son départ définitif, l'ambassadeur du Soudan à Djibouti, Hussein Al-Alami, a rendu une visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale aujourd'hui, Mohamed Ali Hamad. La situation internationale préoccupante dans le monde arabe et surtout le développement de relations interparlementaires entre les deux institutions sœurs ont été au cœur des discussions. Le diplomate soudanais a vivement remercié le président de l'Assemblée nationale de l'accueil chaleureux et il a exprimé sa satisfaction de relations fructueuses existantes entre les autres pays frères. Sous la présidence du député Sharmark Moussa Arre, les membres de la commission des finances se sont réunis ce matin dans la salle de commission de l'Assemblée nationale afin d'examiner le projet de loi de règlement de l'exercice 2016. Le gouvernement était représenté par le ministre du budget, Boud Ahmed Roble, était également présent le secrétaire général du ministère du budget, Simon Mibratou, et le directeur du budget, Othman Sadir Ahmed. Suite aux assises nationales de la fiscalité qui ont eu lieu du 13 au 15 juin dernier, il en est ressorti une série de mesures de réforme fiscale que le gouvernement s'est engagé à adopter et à mettre en œuvre selon un calendrier étalé sur 3 ans. C'est-à-dire de 2016 à 2019. Certaines des mesures ont une portée sur la pression fiscale et d'autres portent sur une amélioration de l'environnement fiscal à Djibouti. En effet, dans le cadre de l'amélioration de l'environnement fiscal, le budget 2016 va mettre en place des stratégies axées sur l'exonération de l'ITS pour les salariés inférieurs à 50 000 francs Djibouti, l'élargissement de la plus-value aux plus-values immobilières, la révision à la baisse de la patente d'importateur, la révision des droits d'enregistrement, la révision des droits de timbre, la révision du tarif général des patentes. Autre actualité nationale dans ce 15 heures, c'est la salle de réunion du Palais du Peuple qui a abrité ce matin une réunion semestrielle entre les imams des mosquées de l'ensemble du territoire national et le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Aden Hassan Aden. La réunion s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère des Affaires musulmanes, Mohamed Ali, ainsi que d'autres responsables du ministère, tels que le directeur des Affaires musulmanes, Al-Saleh Ahmed Abdallah. Cette réunion donc a porté outre vue aussi la participation des imams et prêcheurs de l'ensemble des mosquées sur le territoire national. Le ministre et les ulémas ont discuté sur les préparatifs du Mawlid al-Nabi, d'où une grande cérémonie pour la commémoration du Mawlid al-Nabi est prévue pour le mardi prochain à la corniche de la capitale. Au cours de cette réunion, le ministre a exhorté à tous les imams de bien organiser les préparatifs du Mawlid al-Nabi, la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, dans leurs quartiers respectifs. Le directeur des affaires musulmanes a prononcé un discours dans lequel il a affirmé l'importance, le rôle des ulémas dans les imams des mosquées pour orienter la population et renforcer les affaires islamiques dans notre pays. Dans cette 5e journée de la semaine de l'assurance maladie universelle, nous faisons le point aujourd'hui dans cette édition sur le partenariat de la Caisse nationale de la sécurité sociale avec l'hôpital Ar-Rahma afin
que les assurés soient pris en charge pour les prestations d'hospitalisation ou des chirurgies. L'objectif de ce partenariat, consigné dans une convention entre les deux parties, visait aussi à désengorger le centre de soins de la CNSS avec l'affiliation de nouveaux assurés comme les fonctionnaires. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, les fonctionnaires ne sont pas les seuls bénéficiaires de ce partenariat. Des conventions aux travailleurs indépendants sont prises également en charge dans cette structure, mais à condition d'être référés par les médecins de la Caisse nationale de la sécurité sociale. C'est ce qu'on va découvrir dans ce reportage, préparé par Choukri Ali, Awale Geldon et Abdou Adan, et commenté par Nagat Fouad Sirid. À l'accueil de l'hôpital d'Ar-Rahma, la CNSS a un guichet pour accueillir les bénéficiaires de l'assurance maladie qui sont référés pour des prestations chirurgicales ou hospitalières entre autres. Les assurés ne payent rien. C'est la CNSS qui rembourse les frais de prestation de soins dispensés à Ar-Rahma en faveur des assurés. Les fonctionnaires qui, avec l'assurance maladie universelle, bénéficient pour la première fois d'une couverture médicale, se soignent directement à Ar-Rahma avec leur carte AMU, afin de désencortiger le centre de soins 1 de la CNSS. Les conventionnés travailleurs indépendants peuvent également bénéficier de soins à Rahma à condition qu'un médecin de la CNSS envoie le patient vers Rahma, explique le gestionnaire du complexe hospitalier. Pour les conventionnés comme les travailleurs indépendants, il faut qu'un médecin de la CNSS envoie le patient vers Ar-Rahma. Le patient doit être muni de sa carte de l'assurance maladie et en plus d'une prise en charge établie par la CNSS. Sachez également que des interventions en disposent pour les assurés et suivies par des médecins de la CNSS, que ce soit pour des hospitalisations ou pour la chirurgie ou encore les médicaments. Ce partenariat a été rendu possible suite à la signature en mars 2014 d'une convention entre la Caisse nationale de sécurité sociale représentée par la directrice générale Mme Hana Farah Soui et le directeur de l'hôpital d'Ar-Rahma, en l'occurrence Dr Mohamed Al-Sharkawi. Depuis cette convention, les assurés des différentes catégories socio-professionnelles sont pris en charge à Ar-Rahma. C'est le cas de cet assuré, salarié dans une société privée de la place qui a été hospitalisé à Ar-Rahma pour traiter une plaie au niveau du pied qui ne cesse de s'ouvrir à cause du diabète. Et pour ne pas l'amputer, le pied, il a séjourné pendant 1 mois à Ar-Rahma. Ce sont les médecins du centre de soins de la CNSS qui m'ont envoyé à Ar-Rahma. Je suis pris en charge ici. Je suis donc ici en tant qu'assuré. Cela fait maintenant 1 mois que je suis hospitalisé. On m'avait dit qu'on allait m'amputer le pied, mais les médecins de la CNSS ont décidé de me traiter ici avant l'amputation. Donc tous les matins, on me change des pansements et on nettoie la plaie. Je suis diabétique. Et ma plaie s'ouvrait. C'est tout le bas qui était affecté. Là maintenant, vous l'avez vu avec vos propres yeux, ça commence à guérir. Comme ce patient, ils sont plus de 10 000 assurés qui ont été pris en charge à Ar-Rahma durant l'année 2015. C'est la CNSS qui a remboursé les frais de prestation de soins dispensés aux assurés. Nous avons soigné et traité plus de 10 000 patients ou assurés qui ont été référés par la CNSS durant cette année. Le coût de la prestation remboursée par la CNSS pour ces patients s'élève à 60 millions de nos francs Djibouti. Outre Ar-Rahma, la CNSS est en train de conventionner d'autres structures médicales comme l'hôpital Pelletier. L'objectif est d'offrir des soins de santé dans toutes les structures du pays sans avancer de l'argent. Et notre actualité nationale dans cette édition du 15h, c'est le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui a organisé hier une sortie en mer aux îles Moucha à son personnel enseignant de la capitale. Au total, ce sont plus de 350 meilleurs enseignants issus des différents établissements fondamentaux et du secondaire qui ont pris part à cette sortie aux îles Moucha.
L'objectif étant de motiver ces enseignants, mais aussi de permettre de passer un moment de détente et de convivialité dans un des endroits le plus touristique de notre pays. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Dr Jami El-Maouki, ainsi que les hauts responsables du MENFOP ont également pris part à cette sortie dans les îles Moucha. Au menu, des matchs de football, des baignades, des balades en mer et des courses qui ont plu à plus d'un, et ils ont permis aux différents corps de l'éducation, qu'ils soient du primaire, du collège ou encore du lycée, de l'enseignement général ou professionnel, de passer des bons moments ensemble dans la détente, dans les plages turquoises des îles Moucha. Après la prière rituelle du vendredi et le déjeuner, le clou du spectacle a été le tombola organisé dans l'après-midi et qui a vu la participation de tous, où les enseignants ou plusieurs enseignants ont gagné des prix comme des ordinateurs, des splits, des ordinateurs portables, et un heureux gagnant a eu une voiture. C'est dans une ambiance détendue que cette sortie a pris fin en fin de matinée hier, un moment qui a permis à tous les participants de mieux se connaître, de partager dans un contexte hors de l'école, une autre façon de renforcer la cohésion, l'esprit d'équipe de la famille et de l'éducation nationale. Qui a été organisé par la visite organisée sur l'île Moucha. J'ai reçu le lot de voitures. Je suis vraiment content et je remercie aussi le ministre de l'Éducation d'avoir organisé ces sorties, et j'espère dans l'avenir d'autres visites se feront, Inch'Allah, avec le corps d'enseignants, Inch'Allah. La branche de l'Organisation internationale de migrants, appelée Orientation d'assistance des migrants à Obok, ont organisé une journée de nettoyage. L'équipe d'orientation et d'assistance des migrants à Obok, ainsi que les jeunes Obokois, ont nettoyé ainsi la plage Godoria, plus précisément le lieu appelé Asafot, où les migrants prenaient départ vers l'Arabie Saoudite ou au Yémen par la mer. Cette journée était organisée à l'occasion de la Journée internationale des migrants, qui est célébrée tous les 18 décembre de chaque année. Cette journée sera célébrée officiellement avec la participation de plusieurs responsables. L'équipe d'orientation et d'assistance des migrants ont tous organisé pour que cette journée de propriété se déroule dans des bonnes conditions. Les jeunes ont été équipés des pelles, des râteaux, encore des brouettes, ainsi que des sacs de poubelles qui ont été distribués afin de ramasser les détritus. À cette occasion, on a interviewé les participants à cette journée de nettoyage. Et actualité internationale maintenant, l'histoire a été réécrite en Somalie. Lorsque le premier match de football dans l'histoire du pays a été regardé en direct jeudi dernier, le club militaire Horsed a remporté la finale de la Coupe Générale Daoud après avoir battu leurs rivaux, le club appartenant à la police somalienne de Hegen, 2-1. Le match de jeudi était enregistré comme le match de football le plus regardé en Somalie. De ce fait, des millions de Somaliens, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, ont regardé ce match à la télévision nationale somalienne, tandis que des dizaines de milliers étaient venus assister en direct, en live, au match au stade de Benadir. C'est une avancée. Nous avons longtemps rêvé de voir nos matchs transmis en direct. C'était presque un rêve ancien qui se réalise. C'est ce qu'a déclaré le président de la Fédération de football nationale, Abdelghani Saïd Arab, dans un communiqué. Ce sera un test, mais si nous réussissons, a-t-il dit, nous allons essayer de transmettre nos matchs en direct dans les mois à venir. Le football est un des sports les plus populaires en Somalie, sur les terrains de jeu comme sur les écrans. Et les matchs européens sont retransmis dans les cafés. Le public des matchs de football a été une cible parmi d'autres pour les insurgés islamistes Shabab, affiliés à Al-Qaïda, qui combattent les fragiles autorités somaliennes depuis 2007. Les attaques de ce type perpétrées à la grenade ont cependant décliné depuis que les forces gouvernementales sont soutenues par les 22 000 hommes de la force de l'Union africaine, l'AMISOM. Autre actualité nationale, je vous l'annonçais dans les titres, le groupe État islamique perd du terrain à Ramadi en Irak. L'armée irakienne annonce en effet qu'elle contrôle plusieurs parties de cette ville, chef-lieu de la grande province d'Al-Anbar, frontalière de la Syrie. Ramadi, à seulement 100 km de Bagdad, avait été conquise en mai dernier par Daesh. L'armée avait repris il y a 10 jours un quartier clé avec le soutien des frappes aériennes de la coalition conduite par les États-Unis. 250 Al-300 djihadistes seraient encore terrés dans la ville. Pendant 6 mois, les djihadistes ont administré Ramadi. De nombreux documents sont aujourd'hui étudiés, examinés pour mieux comprendre le fonctionnement du groupe Daesh. Un groupe qui a encore des ressources. Daesh a lancé des attaques contre les Peshmerga, les combattants kurdes, près de Mossoul,
et d'autres localités entre Ninive et Erbil. Mossoul est le principal bastion de l'État islamique, en Irak. Et en Europe, c'est une année difficile qui se termine pour les dirigeants de l'Union européenne. La crise des réfugiés a laissé des profondes cicatrices entre les États membres. La reprise économique se fait toujours attendre. Les attentats de Paris ont marqué l'ensemble des 28 et accentué le besoin d'agir ensemble contre le terrorisme. Commentaire de Hussein Aouled. Les attentats de Paris ont marqué l'ensemble des 28 et accentué le besoin d'agir ensemble contre le terrorisme. Autant de sujets qui seront encore à l'ordre dans les prochains mois, selon le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. À l'issue du dernier sommet européen de l'année, le Premier ministre britannique affiche de son côté une certaine satisfaction. David Cameron espère obtenir prochainement des avancées sur la place du Royaume-Uni en Europe. Je crois que 2016 sera l'année où nous arriverons à quelque chose d'essentiel qui va changer les relations du Royaume-Uni avec l'Union européenne, affirme-t-il. David Cameron s'est engagé à tenir un référendum d'ici la fin de l'année 2007 sur le maintien ou non de Londres au sein de l'Union. Les dirigeants européens ont aussi rappelé le besoin d'accélérer les mesures prises pour faire face à l'arrivée des demandeurs d'asile et pour protéger les frontières extérieures. Les 28 devront aussi se prononcer sur la création d'un corps européen de garde-frontières. La famille européenne a fait face au cours de 12 derniers mois à de profondes tensions internes. Finalement, l'unité des 28 devra rester l'un des enjeux majeurs pour l'Union en 2016. C'était les commentaires de Choukri Moussa. C'est tout pour ce journal de la rédaction. Restez avec nous, bougez pas. Tout de suite, c'est l'appel de la prière à l'Asr de ce début d'après-midi et qui sera suivi bien sûr par les minutes du focus de la Gad Fatit. Nous revoilà ensemble pour la suite de ce journal début d'après-midi. Nagat Fatih nous rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Nagat. Et nous allons parler des relations de l'Union européenne, bien sûr. Nous allons revenir sur ce sujet. Mais avant d'entamer ce sujet, qu'est-ce que tu nous as concocté, Nagat? Voilà, je vais parler aujourd'hui le nouveau élan que la France en fait a pris après les attentats du 13 novembre dernier. Donc, plus de 1000 spectacles nommés Ma Place est dans la salle. Plus d'un mois après les attentats de Paris, les salles de spectacle parisiennes organisent une campagne de communication Ma Place est dans la salle, victime d'une baisse de réservation. Elles veulent inciter le public à revenir voir les spectacles à nouveau. Donc le monde du spectacle est comme le dit la devise de Paris, battu par les flots mais ne sombre pas. À la suite des attentats du 13 novembre, une centaine de salles de spectacle se mobilisent pour inciter les Parisiens à revenir au théâtre, dans les salles, voilà, dans les cabarets pour à nouveau et dans les concerts, dans les salles de concert pour venir à nouveau voir les artistes. Donc depuis les attaques, les différents lieux culturels ont enregistré une baisse de 40% de leur vente de billets. Vendredi soir, plus d'une centaine de salles parisiennes participent à une opération de communication dont les principes les simples, renommée une soirée, les spectacles au même nom, Ma Place est dans la salle. Donc c'est une très belle initiative que je félicite d'ailleurs. L'idée est de rassurer le public et de dédramatiser la situation, confie Jean-Luc, directeur de la communication et marketing du Moulin Rouge, un cabaret. Les salles ont fait le nécessaire en matière de sécurité. Elles ont autant qu'avant en fait des lieux de sortie de plaisir pour profiter du plaisir sans inquiétude. Il n'y a pas de raison de s'en priver. Donc l'opération sera relayée sur les réseaux sociaux pour plusieurs comédiens comme Fabrice Lucchini, Pierre Arditi
et Gad Elmaleh, d'ailleurs, notre comédien préféré, nous les Djiboutiens. Cette campagne vise à inciter le public à exprimer son attachement au spectacle. Les spectateurs pourront indiquer leur présence à un concert ou une pièce de théâtre sur Twitter, le réserver, le demander, le commander. Bien sûr, c'est une façon de rassurer les spectateurs de revenir dans les salles après les attentats meurtriers du 13 novembre, Negad. Voilà, et nous allons parler de sport et bien sûr du match qui va se dérouler. Ouais, j'ai annoncé le match qui va se dérouler et je félicite. Voilà. Ce soir entre Paris Saint-Germain et Cannes. Et je viens ici en fait un peu louanger le PSG, le Paris Saint-Germain, qui compte 17 points d'avance sur son dauphin après 18 jours. Une seule équipe est parvenue à creuser un tel écart en tête dans les 5 grands champions européens. Donc, et c'était déjà... Et ce n'est jamais arrivé en Ligue 1. Voilà, le PSG se balade cette saison en Ligue 1 tranquillement. Paris n'en finit plus d'accroître son avance en tête de championnat après 18 jours uniquement. Le triple champion en titre compte 17 points d'avance sur son premier auparavant, Hunger. Un gouffre en Europe si on en prend compte les 5 grands champions. Un tel écart n'est jamais arrivé en Ligue 1 et ça augure des belles choses pour Paris, mais n'est pas forcément en Ligue 1, donc seulement en Ligue 1. Donc l'invisible Barça ou encore le grand AC Milan, des illustres exemples. Dans le lot, il y a des équipes qui ont marqué l'histoire, où les fans du ballon rond, l'AC Milan dans la saison 92-93 à cette Akabi. On parle des grands Milan, héritiers d'Arrigo, châssis dirigé par Fabio Capello, emmené par leur mythique trio néerlandais aux avant de la scène. Bien sûr, et bien sûr, nous allons voir de près, regarder ce match qui va opposer... 17h local à plus 3h, c'est à 22h, heure djiboutienne. Voilà. Qui va opposer le Paris Saint-Germain, le numéro 1 de la Ligue 1, bien sûr, à FC Cannes. Voilà. Et nous allons renfermer ce focus, bien sûr, avec l'insolite, comme d'habitude, Negad. Ensuite, je reste toujours dans le sport. Un malheureux accident qui est arrivé dans un match de basket. Elle n'a pas pu, en fait, elle n'a pas eu le temps de se protéger. Elle a été évacuée en civière sous les applaudissements. L'allié des cavaliers de Cleveland, LeBron James, n'a pas pu en fait freiner sa course jeudi soir et a violemment percuté une spectatrice assise au bord du terrain. Donc James, solide gaillard de 2 mètres et 113 kilos, l'a touché de plein fouet alors qu'il tentait d'empêcher la balle de sortir en touche lors d'un match face au Thunder d'Oklahoma. Voilà, d'Oklahoma. Elida, la femme du joueur de golf professionnel Jensen Day, a été placée sur une civière avec de très brèves blessures. Ah bah elle est sortie indemne au moins. Indemne avec presque 100 kilos, plus que 100 kilos. Ah bah, j'imagine, hein, c'est pas évident. Merci Negad pour ces précisions. Je te retrouve demain, bien sûr, à 11h pour un nouveau focus. Je vous remercie également de nous avoir suivis. Vous avez rendez-vous ce soir avec Ali Abdullahi, Asma Bakir. Quant à nous, vous allez nous retrouver demain à partir de 11h dans la matinée, Inch'Allah. Je remercie au passage également toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui ont réalisé ce bulletin d'information. Je vous souhaite à tous et à toutes partout, vous êtes sur Djibouti, de passer des bons moments avec la suite de nos programmes à téléviser. À demain, Inch'Allah. Bye bye.